Merci de choisir la panafricaine pour vous informer. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. En 1995 ont été adoptés la déclaration et le programme d'action de Beijing lors de la 4e conférence mondiale sur les droits des femmes. Le texte est considéré comme le principal document de politique mondiale en termes d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes. 30 ans après, les femmes font toujours face plutôt à des défis et obstacles à leur participation politique. Comment renforcer la présence des femmes dans les instances publiques de décision? Quelle est la contribution de ces femmes au sein de ces institutions et autres instances de décision? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons de la résolution 1325 de l'Organisation des Nations Unies. D'ailleurs, du 21 au 23 septembre 2025 est prévu le sommet africain sur l'agenda femmes, jeunesse, paix et sécurité. Cet événement se tient dans le cadre des engagements régionaux et internationaux, notamment cette résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, une résolution adoptée en 2000 qui reconnaît l'impact des conflits armés sur les femmes et les filles et œuvre pour la protection et la pleine participation de celles-ci aux accords de paix. Depuis, des avancées ont été notées, mais des défis restent aussi à être relevés. 25 ans après l'adoption de cette résolution 1325, où en est l'agenda femmes, paix et sécurité sur le continent? Quelle contribution des femmes dans la consolidation de la paix et la résolution des conflits en Afrique? Le développement en seconde partie du débrief. Sur ce plateau pour en parler avec nos invités, Madame Fatou Fall, vous êtes doctorant en sciences politiques et relations internationales, également analyste défense et sécurité. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présente à notre invitation. Merci beaucoup Daouda, merci à tout le staff de Midi 1 TV. C'est toujours un honneur et un plaisir pour nous d'être là sur ce plateau et j'en profite pour saluer ma collègue Simone. Un honneur et un plaisir également de toujours partager ce plateau avec vous et avec Simone Bodé-Diouf également. Je précise que vous êtes jeune ambassadeur de l'Union africaine pour la paix, pour la région Afrique de l'Ouest. Vous travaillez également sur les questions de genre, jeunesse également, paix et sécurité. Merci aussi Simone d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda pour l'invitation et c'est un plaisir d'être là avec Fatou pour cette session que j'imagine sera très très belle sur un sujet d'importance. Et je l'espère tout aussi également. Fatou, sur le continent africain, quelle lecture vous faites aujourd'hui de la représentativité, autant pour moi, des femmes dans les instances publiques de décision? Alors, la lecture que j'ai, elle sera plutôt nuancée dans la mesure où il faut quand même reconnaître qu'il y a des avancées dans plusieurs États africains. Si on prend l'exemple du Rwanda, qui est à 61% de représentativité des femmes au niveau du Parlement, la Namibie qui est à 44%, le Sénégal aussi, on a remarqué quand même des avancées notoires. Mais il faut le dire, si on a des avancées sur le plan des postes électifs, tel n'est pas le cas au niveau des postes nominatifs et surtout au niveau de l'exécutif, au niveau des cabinets ministériels, où on remarque quand même que le nombre de femmes reste encore très limité. Il faut aussi dire que si au niveau de certains États africains, il y a une évolution, on peut prendre le cas de l'Égypte où par exemple le taux de représentativité des femmes est encore très faible, il est à 5%, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir par rapport à l'intégration des femmes dans les sphères de décision. Et j'aimerais qu'on reste sur ce point, Fatou. À votre avis, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette faible représentativité des femmes aux instances de décision, que ce soit à des postes électifs comme à des postes nominatifs? Il y a déjà, je pense, je vais commencer par la sphère de la législation. Dans plusieurs pays, les quotas, il n'y a pas une robustesse des textes par rapport aux quotas concernant les postes aussi bien électifs que nominatifs. Mais il y a aussi tout ce qui tourne autour des violences, des VBG, des stéréotypes, le patriarcat qui continue justement à limiter les femmes. Il faut toute une sorte de déconstruction aussi des idées, des mentalités autour de la normalisation de voir des femmes dans les sphères de décision. Le manque de ressources
les questions liées à l'éducation, à la formation, les stéréotypes liés au fait que les femmes puissent créer des partis politiques, intégrer les partis politiques, parce que même au niveau des partis politiques, vous n'avez pas ce respect des quotas concernant plus tard voilà, les postes à briguer pour les femmes. Et souvent, même dans les partis politiques, les femmes sont dévolues à vraiment des tâches secondaires et ne sont pas au premier plan. Donc, il y a plusieurs paramètres vraiment à prendre en compte par rapport à cette question. Autant de défis à relever et on reste sur les pays que vous avez cités tout à l'heure. Simone, on constate que certains pays, en tout cas, se sont dotés de lois, que ce soit des lois, par exemple, sur la parité homme-femme à des postes électifs, surtout pour ce qui est des élections. Surtout pour ce qui est en tout cas des élections, que ce soit une élection présidentielle ou bien une élection législative et autres élections locales. Mais quelle est l'efficacité selon vous de telles dispositions législatives et réglementaires? On voit des fois lors de certains scrutins des partis qui ne s'y conforment pas. Très bien. En tout cas, je rejoins ce que ma collègue disait par rapport aux défis. Et moi, je me suis un peu plus penchée sur les quotas. Pour moi, ces quotas-là sont importants, il faut les avoir, il faut les garder parce que ce sont des acquis qu'on a eus. Et malheureusement, ils sont remis même en cause. Le fait même d'avoir 30% de femmes au Parlement, c'est remis en cause. Nous, au Sénégal, on a depuis 2010 la loi sur la parité, qui est un très bel acquis qu'on a eu, mais on voit aussi derrière qu'il y a des défis vraiment pour sa mise en œuvre. Et je suis d'accord que ça vient des partis politiques. Pour moi, les partis politiques doivent être les niches où on doit commencer à changer les choses. Ma collègue l'a dit tout à l'heure, dans les partis politiques, les femmes restent confinées à des rôles secondaires. Ce sont celles qui applaudissent, ce sont celles qui font la mobilisation. Elles ne peuvent pas encore briguer les postes de leadership. C'est ce qui fait que quand il s'agit d'élections présidentielles, on a rarement des candidates femmes. Quand il s'agit des postes, parce que les postes aussi, les nominations se jouent aussi dans l'arène politique. Donc quand il s'agit d'avoir des postes électifs, encore plus de femmes politiciennes avec qui pèsent aussi sont là. Donc moi je pense que les quotas sont importants pour la massification déjà, pour pouvoir avoir plus de femmes dedans. Et ce qu'on nous oppose en général, c'est que vous faites venir des femmes mais qui ne sont pas formées. Ou ces femmes-là desservissent les causes. On a donné beaucoup d'exemples ici au Sénégal de députés qui n'étaient pas soi-disant à la hauteur ou qui ont plus desservi la cause des femmes que d'autres. Et si l'on reste sur cette question des quotas dont vous parlez, qui doit d'abord démarrer au niveau des partis politiques, est-ce que cela n'appelle pas également à revoir même la structure de ces partis politiques, puisque la plupart également, il y a un secrétaire général, un président, souvent le président du parti est celui qui décide de tout, des nominations et tout. Rarement on voit des assemblées générales également pour en tout cas élire à des postes tel ou tel autre, que ce soit un homme ou une femme. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord aujourd'hui revoir la structure de ces partis politiques et surtout une certaine démocratie au sein de ces partis pour donner plus de chances et plus d'avantages à ces femmes? Je suis tout à fait d'accord. Dans nos pays, il y a vraiment ce besoin-là de retravailler sur nos partis politiques, de vraiment les repenser. Parce que moi, je pense que ce qui existe chez nous, ce sont les cultes de la personne. Nos partis politiques, c'est une personne ou même deux qui sont là, qui décident de tout et qui restent là pendant des années. Et devinez quoi, si la personne quitte le parti meurt. C'est ce qu'on a vu maintenant, c'est ce qu'on voit. Voilà, le parti n'arrive plus à avoir des sièges à l'Assemblée. C'est parce qu'il y a un culte du leader. Et le leader, c'est pourquoi au Sénégal maintenant les partis politiques n'ont pas d'école de parti pour les jeunes. C'est parce que voilà, il y a le président, le secrétaire. Dans les textes, Simone, il existe une école de parti. Oui, dans les textes, mais il n'est pas formel. Actuellement, qui forme les jeunes politiciens? Ce sont les fondations, Friedrich Ebert, Naumann, ce sont qui forment parce qu'ils savent qu'il y a une lacune. Dans nos partis politiques, les jeunes, même, il n'y a pas de renouvellement intergénérationnel. Les jeunes ont beaucoup de mal à vraiment avoir une ascension au sein des partis politiques. Et sur ce point, Fatou, surtout la question de la loi aujourd'hui, quelles sont les limites de loi telles que ces lois, en tout cas sur la parité au niveau des postes électifs, parité homme-femme? Oui, elle en a parlé tantôt par rapport au quota. Le quota qui est faible, 30% quand même, et un quota imposé par qui? Certainement pas par les femmes, mais par les hommes qui se permettent quand même de définir quel est le pourcentage à donner aux femmes. Donc ça déjà c'est un problème. L'autre chose aussi, oui, le manque, vous savez, lorsque les femmes manquent de ressources, elles ont plus de mal
à se positionner sur la scène politique. Et c'est une réalité. C'est une réalité dans la mesure où, dans beaucoup de nos États africains, nous n'avons pas une protection sociale forte. Et surtout une protection sociale pour les femmes qui sont dans l'environnement du travail, qui sont dans l'environnement professionnel. Dans beaucoup d'États aussi, nous n'avons pas de texte spécifique au VBG. Parce qu'il faut des textes spécifiques au VBG pour permettre, tout à fait, pour permettre aux femmes justement de pouvoir contrecarrer, de pouvoir rester en justice, par exemple, si elles sont victimes de certains cas de, je sais pas, harcèlement moral, harcèlement sexuel dans l'environnement du travail, parce qu'il y a beaucoup de cas. Et malheureusement, souvent, ce sont des femmes qui se disent, oui, nous allons rester en justice, mais déjà le processus est long. Mais en plus de cela, entre-temps, il faut qu'elles soient réinsérées dans l'environnement du travail. Et ça peut être compliqué dans la mesure où les sphères, en réalité, de décision sont dominées par les hommes. L'intérêt aujourd'hui à aller en tout cas vers le renversement de cette tendance pour une meilleure représentativité de ces femmes au sein de ces sphères de décision. Et malgré aujourd'hui ces lois dont nous parlons, des volontés politiques en tout cas de certains leaders africains ou autres mécanismes mis en place par ces États, on note toujours une restriction en tout cas des possibilités qui s'offrent aux femmes, vous l'avez rappelé dans vos développements, pour accéder à des postes de responsabilité même si le combat se poursuit. Aujourd'hui, comment travailler à une meilleure représentativité de ces femmes-là au niveau de ces instances de prise de décision? Alors, il faudrait déjà renforcer les textes pour moi, revoir cette histoire de quotas fixés par les hommes, mais aussi aller vers une sensibilisation. Il faut que les femmes prennent plus conscience des enjeux auxquels elles font face dans la société. Parce que vous ne pouvez pas avoir de plus en plus des sociétés africaines où le taux de représentation des femmes est plus élevé et que l'on voit que le pouvoir reste dévolu aux hommes. Si vous regardez l'évolution des femmes, par exemple, en zone rurale, elle est plus lente que dans les zones urbaines. Et ça, c'est justifié tout simplement par le fait qu'elle manque de ressources, que la formation doit être renforcée, que le leadership local doit être soutenu, mais aussi qu'on ait des financements ciblés pour les femmes avec des critères d'évaluation vraiment stricts. Parce qu'il existe des fonds, malheureusement, on remarque que souvent ces fonds ne sont pas utilisés comme ils devraient être utilisés. On a des détournements d'objectifs et on n'a pas de dispositif de suivi, évaluation même de l'utilisation de ces fonds destinés aux femmes pour leur permettre déjà d'être beaucoup plus autonomes économiquement, mais aussi qu'elles puissent se positionner davantage dans le milieu de l'entrepreneuriat et dans le milieu de la politique. D'où l'intérêt en tout cas de mettre en place ces critères de suivi et évaluation stricts, comme vous l'avez rappelé, pour faire ce suivi en tout cas de ces fonds, pour que ça arrive aux principales bénéficiaires que sont ces femmes-là dans le cadre de leur autonomisation. Et Simone, 2025 coïncide également avec le 30e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing, encore appelé Beijing plus 30. Qu'en est-il aujourd'hui des progrès réalisés et défis à relever en termes d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes sur le continent africain surtout? Bon, je vais d'abord rebondir un peu sur ce que ma collègue disait. Moi, je pense que, comme autre recommandation, il faudra assainir le milieu politique. Le milieu politique actuellement est encore très, très violent envers les femmes. Il suffit juste de parler avec les femmes élues. Aussi, au Sénégal, ici, on a vu un député battre une autre femme. Donc, battre une autre députée, donc vous voyez que le milieu politique est assez violent. Et les normes sociales, les stéréotypes font que, mais même au sein de nos familles, les conjoints, les parents sont réticents à voir les femmes aller en politique, puisque c'est un milieu qu'on considère comme violent et sale. Et rapidement aussi sur les ressources, elle l'a très très bien mentionné. Ressources politiques, ça veut dire un soutien politique qui vient déjà des partis politiques, de la société en général, mais aussi ressources financières. Actuellement, on parle d'avoir des fonds dédiés pour permettre aux femmes et aux jeunes de battre campagne. Parce que faire de la politique, ça coûte cher finalement. Ça demande beaucoup d'argent que les femmes en général n'ont pas, parce qu'en général, elles sont moins nanties. Il y a certaines qui le font. Et vous voyez que celles qui se démarquent sont celles qui ont en quelque sorte le pouvoir économique. Vous avez vu aussi au Sénégal, la seule femme candidate
c'est parce qu'elle a les moyens aussi. Elle était également capitaine d'industrie. Donc voilà, donc je pense que c'est pas, cela va aussi de soi. Effectivement, donc cette année, c'est les 30 ans de la plateforme de Beijing et je pense que la CSW de cette année aussi, la Commission sur le statut de la femme, est largement revenue aussi sur l'évaluation des actions du programme d'action de Beijing. On a constaté qu'il y a eu beaucoup d'avancées. On ne va pas cracher là-dessus parce que tout simplement, il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau national, au niveau régional et aussi au niveau continental à cause grâce, je dirais, aux instruments qui sont ressortis, par exemple la convention, la CEDEF, la convention sur le statut de la femme, toutes les résolutions dont on va parler, le 2250 et tout. Au niveau de nos pays, je donne l'exemple, nous on a la loi sur la parité, la loi criminalisant le viol. Donc il y a ces différents instruments-là qui, le protocole de Maputo par exemple, quand il s'agit de l'Union africaine. Donc il y a eu un arsenal juridique qui s'est constitué et qui fait que on voit qu'il y a une avancée palpable. Mais les défis restent en matière d'égalité des sexes. Qu'en est-il par rapport à ces défis qui restent à être relevés? Déjà, pour moi, le plus significatif est le backlash déjà. On a eu des acquis, mais ces acquis on est en train de le perdre. Juste parce qu'au niveau mondial, celui qui dirige actuellement le monde est contre les thématiques. Maintenant, on ne peut plus parler de genre. Des questions parce qu'on lit aux questions LGBTQ, alors qu'à la base, c'était aussi pour retravailler la place de la femme et de l'homme dans la société. Faire une réflexion aussi sur les impacts du patriarcat, chacun son rôle. Mais maintenant, il y a un backlash au niveau général et ça se traduit par une baisse du financement. Les gens des Nations Unies, comme ça, ONU Femmes, UNFPA, même le PNUD qui travaille sur les questions d'autonomisation, nous reçoivent moins de fonds. UNFPA souffre actuellement parce qu'il travaille sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Même les droits en matière de santé sexuelle, les droits qui concernent notre corps, on ne peut plus en parler et on ne peut plus les défendre. Parce que voilà, il y a une idéologie wokisme, anti-wokisme qui se développe. D'où l'intérêt aussi de travailler à des alternatives à ces sources de financement, pour éviter actuellement la situation que traversent ces agences onusiennes. Et Fatou, dans le cadre de Beijing plus 30, les pays africains sont invités à examiner la mise en œuvre de la déclaration et du programme de Beijing en tenant compte de leur contexte spécifique et en formulant également des recommandations pour une mise en œuvre plus efficace. Quelle lecture vous faites de l'évolution de l'agenda femmes, paix et sécurité sur le continent? Oui, Simone l'a dit tout à l'heure, il y a des avancées. On ne peut pas vraiment cracher dessus. Pour moi, déjà, le fait qu'il y ait au niveau de l'Union africaine un cadre politique qui permette de définir la nécessité d'avoir un quota, par exemple, de 30% de femmes dans les processus de paix dirigés par l'UA, ça, c'est une avancée. Il faut le dire. Par rapport à l'agenda 2063, aussi, on a vu l'aspiration 6 inclus sur le rôle des femmes, qui précise clairement le rôle des femmes en milieu de paix et sécurité et de développement. Ça aussi, c'est un acquis, il faut le reconnaître. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'on constate, malheureusement, 30 ans après Beijing, 25 ans après la résolution 1325, qu'on n'a qu'un taux de 10% de participation des femmes dans les processus de paix, selon l'ONU. Un taux qui n'a pas évolué depuis une décennie d'ailleurs. 10%, et on a moins de 15% pour les femmes médiatrices, ce qui est un problème, alors que les réseaux de femmes médiatrices, justement, existent en Afrique. Et d'ailleurs, elles doivent être soutenues, renforcées sur le plan opérationnel, sur le plan des financements. Et elles doivent aussi être incluses dans les mécanismes de prévention de l'UA et des CER. Il y a quand même, il faut dire, certains pays qui donnent l'exemple. Je vais prendre l'exemple du Libéria. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu 14 ans de guerre civile. Et le Libéria fait partie des premiers pays à adopter le plan d'action national 1325, avec la mise en place d'un fonds qui permet de suivre l'intégration des femmes dans les processus de paix. Et nous développerons davantage en seconde partie sur cette résolution 1325 et les plans nationaux. J'aimerais qu'on reste avec femmes et institutions ou bien instances de prise de décision. Oui. Quelle est aujourd'hui la contribution de ces femmes au sein de ces institutions publiques et autres instances de prise de décision? Alors, ça, quand même, c'est connu.
intégrer les femmes dans les instances de prise de décision publiques, c'est tout simplement aller vers des politiques plus justes et inclusives, parce que les femmes, ce sont les premières actrices en contact direct avec les communautés. Au niveau des communautés rurales, ce sont les femmes qui constituent les actrices principales par rapport à l'agriculture, l'élevage, etc. Donc, ce sont les personnes qui connaissent plus les préoccupations, les besoins des populations. Donc, vous aurez des politiques économiques plus justes et inclusives, mais aussi, vous avez cette question de leadership auprès des jeunes. Voir des femmes en nombre au niveau de ces instances permet tout simplement aux jeunes filles de croire en elles et de poursuivre des carrières et de se positionner par rapport à ces instances de décision. Donc, on ne peut pas développer un pays, je prends l'exemple du Sénégal, où vous avez plus de 52% de femmes, sans pour autant voir un nombre raisonnable de femmes dans les instances de décision et surtout au niveau de l'exécutif, où il faut le dire. On ne peut pas développer un pays en laissant en rade, en tout cas, la frange la plus importante de sa population. Et Simone, en tant que jeune ambassadrice de l'Union africaine pour la paix, pour la région Afrique de l'Ouest, quelles actions menez-vous auprès des jeunes filles et des femmes, surtout pour une meilleure représentativité de celles-ci au niveau des instances de décision de leurs pays respectifs? Oui, moi je rejoins ma collègue. Hein. On peut pas vraiment développer nos sociétés, avoir des politiques de paix, de développement, de sécurité inclusive, sans que les femmes soient là. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Comme elle l'a dit, on est au plus près des communautés. Je pense que quand les femmes sont là, je pense que les besoins des populations les plus marginalisées sont là, sont représentés. Donc ça, je pense que c'est ce qui est le plus important. En tant que jeune ambassadrice, moi, je suis plus dans le mentorat. Là, actuellement, je travaille avec l'OIF pour un programme de mentorat régional pour les jeunes femmes qu'on appelle les pionnières de la paix. Donc, je suis très axée aussi sur le mentorat intergénérationnel et sur le renforcement de capacités. Je pense qu'il est important que ces jeunes femmes-là développent leur leadership d'un côté, mais aussi gagnent et montent en compétences. Développer le leadership des femmes, les faire gagner en compétences, autant en tout cas de choses importantes. Et en seconde partie du débrief, il sera question de parler de la résolution 1325 de l'Organisation des Nations Unies, et c'est tout de suite. De retour pour la seconde partie de votre émission, le débrief. Simone, 25 ans après son adoption, quel bilan est-ce que vous tirez aujourd'hui de l'application de cette résolution 1325 de l'ONU, surtout sur le continent africain? Alors, pour revenir un peu à la résolution 1325, c'est une des premières résolutions qui fait le lien entre les femmes, la paix et la sécurité, notamment en pointant du doigt le fait qu'il y a un impact disproportionné des conflits et des crises sur elles. Et en mettant aussi le doigt sur le fait qu'elles ont un leadership particulier quand il s'agit de la médiation, de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Donc c'est une résolution qui, les gens ne le reconnaissent pas souvent, mais qui est révolutionnaire. Et qui est le fruit aussi d'une lutte acharnée des organisations féminines et féministes. Donc il faut lui reconnaître son caractère et qui apporte aussi un changement de paradigme. Donc depuis 2000, on cherche à mettre en œuvre cette résolution 1325. Et je rappelle qu'après la 1325, il y a, je dirais, 9 résolutions, certainement pas de 10 résolutions connexes qui sont venus se greffer là-dessus et qui forment l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Et cette résolution-là, moi je pense qu'elle a fait son bout de chemin. Et en Afrique, les pays se sont appropriés cette résolution. La preuve, actuellement, plus de 38 pays ont adopté des plans d'action nationaux pour localiser au niveau national. Quand je dis localiser, c'est vraiment au niveau local, mais pour le contextualiser au niveau national, en ayant des plans d'action nationaux. Et il y a eu plusieurs initiatives d'organisation de femmes. Et au niveau de l'Union africaine, par exemple, il y a le bureau de l'envoyé spécial Femmes, Paix et Sécurité, qui est actuellement Mme Binta Diop, mais qui va bientôt partir. Donc ce bureau-là, spécialement pour vraiment faire la promotion de cet agenda-là. Et l'Union africaine a aussi un mécanisme qui est très pertinent, qu'on ne voit pas ailleurs, qui est le cadre continental de résultats. Et qui fait que les États peuvent reporter, peuvent être tenus responsables de leur mise en œuvre. Donc il y a des rapports qui sont prévus
envers l'Union africaine pour vraiment tenir compte de l'avancée de cette résolution. Mais bon, il y a aussi plusieurs défis et ces défis-là concernent aussi les plans d'action nationaux qui ne sont pas vraiment mis en œuvre et qui ne sont pas financés malheureusement. Et tout à l'heure, nous parlerons également de ces plans nationaux, mais j'aimerais qu'on reste avec la résolution. Quelle lecture est-ce que vous faites aussi de l'implication de ces femmes dans la résolution des conflits sur le continent africain? Il y a eu des avancées. Elle l'a dit tout à l'heure, elle a donné quelques chiffres, notamment sur les femmes médiatrices. Moi, j'ajouterais quelque chose de plus important, c'est les organisations de femmes au niveau local qui arrivent à avoir du financement. Surtout ces initiatives qui portent sur les questions de paix et de sécurité. D'après le WPHF, il y a moins de 5% des organisations de femmes au niveau continental qui arrivent à capter du financement pour porter des initiatives. Et ça, c'est un problème. Parce que les femmes, elles agissent au niveau local. Ce sont les médiatrices communautaires. Elles travaillent sur le terrain. Elles participent à lutter, par exemple, contre l'extrémisme violent, contre le terrorisme, par exemple. On prend l'exemple des Mourchidat en Mauritanie, où ce sont des femmes qui ont appris le Coran et qui changent le narratif, par exemple, quand il s'agit, par exemple, du djihad, de tout ça. Donc, il y a des femmes qui portent au Mali même chose. Au niveau communautaire, les femmes en RDC, dans le nord et au sud Kivu, par exemple, ce sont des femmes qui sont sur le terrain, mais qui travaillent avec leur communauté à prévenir déjà les conflits, mais aussi à travailler à consolider la cohésion sociale. Mais malheureusement, ces femmes-là ne sont pas soutenues. Il y a un véritable défi pour vraiment porter leur activité, reconnaître leur rôle, mais aussi financer, en fait, les financer. D'où l'appel à plus de financement. L'appel à plus de financement. Il y a des choses qui sont faites. Il y a le WPH, c'est un fonds qui a été lancé maintenant et qui ouvre des fenêtres de financement pour vraiment réduire le poids. Parce que c'est le poids du financement, en fait. Certaines organisations n'arrivent pas à capter des fonds parce que les critères sont vraiment difficiles donc, ils ont réduit un peu les critères, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Surtout ces organisations communautaires-là de femmes au niveau local, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et Fatou, à votre avis, notons une participation significative aujourd'hui de ces femmes aux tables des négociations de paix et de résolution des conflits en Afrique? Oui, il y a des évolutions dans la mesure où, Simone en a parlé tout à l'heure, justement, il ne faut pas cracher dessus, mais aussi rappeler que, par exemple, avec le cadre politique de l'UA, vous avez cette obligation d'avoir 30% de femmes au niveau des processus de paix dirigés par l'UA, bien sûr, mais il faut le dire. On a beaucoup de médiatrices communautaires, mais au niveau des délégations officielles de négociation, au niveau des comités de suivi des accords de paix, le taux de représentation des femmes est encore faible. Je le disais tantôt, moins de 15% de femmes médiatrices, alors qu'elles sont là, elles sont formées, elles ont les compétences, mais elles ne sont pas intégrées. Et pour moi, il faudrait renforcer justement cette représentativité des femmes parce que nous le savons, à l'échelle communautaire, il y a indéniablement des retombées significatives par rapport à l'implication des femmes dans les processus de négociation, dans les processus de consolidation de la paix. Simone en a parlé tout à l'heure. Donc pour moi, il faudrait vraiment à l'échelle des délégations officielles que cela fasse l'objet déjà d'une régularisation officielle avec les textes et que dans la pratique, que l'on puisse observer justement une représentation significative des femmes. Et sur ce point-là, Fatou, estimez-vous que les besoins spécifiques de ces femmes-là sont suffisamment pris en compte, surtout en matière de paix et sécurité, que ce soit lors de ces négociations-là ou bien en période de conflit et même durant la période post-conflit, durant la résolution de ces conflits-là? Alors, quand vous regardez, je veux dire, les 4 piliers de la résolution 1325, on vous parle de rôle des femmes dans la prévention des conflits, on vous parle de participation des femmes dans la consolidation de la paix, on vous parle du respect des droits, de leur participation dans le respect des droits des femmes et des jeunes filles pendant et après les conflits, mais on vous parle aussi de la prise en compte des besoins spécifiques liés au rapatriement ou à une réinstallation, entre guillemets. Je veux parler des processus DDR. Dans les processus DDR, par exemple, il est nécessaire d'impliquer les femmes à un niveau officiel dans la mesure où cela permettrait de prendre plus en charge les besoins spécifiques des femmes et des jeunes filles associées aux groupes armés. Parce qu'on a remarqué que dans les processus DDR, les femmes et les jeunes filles associées aux groupes armés jouent
un double rôle. Elles ont été actrices, mais en même temps, elles sont victimes. Et il faudrait justement des femmes officielles, de manière officielle dans les processus d'EDR pour pouvoir mieux prendre en compte les besoins spécifiques de ces femmes qui se trouvent à cheval entre ces deux postures. Et justement pour cette question de l'implication des femmes dans les processus d'EDR, je pense que tout à l'heure Simone avait donné l'exemple des femmes mourchidates en Mauritanie et d'autres femmes maliennes également qui mènent d'autres actions allant dans ce sens, surtout pour ce qui est en tout cas de la prévention de l'extrémisme violent dans ces pays-là. Et nous parlons depuis tout à l'heure également du taux de participation de ces femmes-là aux négociations de paix et de sécurité qui demeure encore faible, 10%, nous l'avons rappelé tout à l'heure. Qu'est-ce qui justifie, à votre avis, Simone, ce manque de progrès significatif dans l'inclusion des femmes aux négociations de paix et de sécurité? Je le disais tout à l'heure, depuis une décennie, le taux n'a pas évolué. Oui, moi je pense qu'actuellement il y a beaucoup de processus en cours. Il y a les processus de Doha, de Luanda, RDC, donc il y a beaucoup de processus en cours. Mais on voit que les femmes doivent se battre pour s'imposer dans ces processus-là. Pour moi, il y a des mécanismes qui sont là. Je donne l'exemple de FemWise, par exemple, au niveau de l'Union africaine. Je sais que, par exemple, au Tchad, ils ont un réseau de femmes médiatrices. Et ces réseaux-là existent. FemWise a des chapitres au niveau national. Donc, ce n'est pas les mécanismes qui manquent. Je pense qu'un des défis, c'est d'abord de plus formaliser ces réseaux qui existent, de renforcer la capacité des femmes médiatrices, mais aussi de leur donner les moyens de participer. Et ça, je pense que c'est une volonté politique qui va nous permettre de l'avoir. Je sais qu'au niveau de l'Union africaine, ils ont par exemple créé, en plus de FENWAB, un réseau Wise Youth pour les jeunes, où il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes. Mais c'est tout un problème pour les déployer. On voit les mêmes têtes. Nous, on s'est battu pour que les jeunes de Wise Youth puissent aller dans des processus comme celui du Soudan du Sud et tout. Mais on voit que les mêmes têtes, il y a le panel des sages qui est là avec des diplomates chevronnés qui ont un certain niveau. C'est parce que dans ces milieux-là, il y a l'expérience qui compte déjà pour eux, mais il y a aussi la posture politique. On dit que oui, pour ceux qui font par exemple la diplomatie préventive, ils préfèrent amener des anciens présidents, des anciens ministres qui ont vraiment un carnet d'adresses, plutôt que voilà, quelqu'un de random qui est là pour travailler aussi à ce que les femmes soient incluses. Il y a aussi le fait de devoir réinventer aussi nos processus politiques et de se tourner vers l'impact et l'inclusivité de ces processus-là. Donner un visage humain à ces processus de paix, parce que derrière, ceux pour qui vous vous battez, ce sont des vies où des femmes, des milliers de femmes, des millions de femmes subissent des violences sexuelles. Des femmes sont affamées, les gens sont dans des camps, des réfugiés. Donc, qui doivent porter leur voix? Ce n'est pas des anciens présidents. Oui, il y a le volet politique derrière, mais aussi il y a le volet humain qui, je pense qu'il est important de prendre en compte. Donc, plus d'inclusion pour davantage mettre en avant des femmes, en tout cas pour porter ces combats-là. Et ces femmes, vous les avez appelées tout à l'heure à davantage s'imposer. Comment amener ces femmes aujourd'hui à davantage s'imposer pour une meilleure représentativité, surtout dans les processus aujourd'hui de paix et de résolution des conflits? Pour moi, je pense que dès le bas âge, il faudra développer le leadership féminin, surtout dans ces questions-là. Parce qu'il y a lieu de dire que les questions de paix et de sécurité sont toujours vues comme un domaine très, très, très masculin. Il y a une nécessité dès le bas âge de travailler à ce que ce domaine-là soit vu comme un domaine où tout le monde peut être inclus. Parce que les questions de paix et de sécurité concernent tout le monde. C'est un défi sociétal. Donc, l'autre truc, c'est les questions de renforcement de capacité. On ne peut pas aller négocier sans avoir un background technique. Et sérieusement, il y a des institutions qui le font. Klingendel, aux Pays-Bas, il y a des institutions où tu peux être formé. Accord en Afrique du Sud. Donc, mais nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une vulgarisation de ces formations-là, même dans les cohortes de femmes, FemWise, Wise Youth, que ces femmes, ces jeunes-là qui ont été formés, qu'ils puissent être déployés en fait. Et pour ça, il faut déjà une volonté politique forte et déjà qu'eux, ils continuent aussi à s'engager au niveau communautaire. Il faut que aussi les gens voient les impacts que ces populations-là ont sur le terrain
pour pouvoir aussi les refléter au niveau, que ce soit national ou régional. Comment travailler à cet aspect-là que Simone a soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire ce renforcement de capacité, ces besoins en tout cas, un renforcement de capacité, surtout sur ces questions aujourd'hui assez techniques de résolution des conflits, ces questions de défense, paix et sécurité? Elle l'a dit, les formations existent, elles sont là. Peut-être, pour moi, elles ne sont pas assez vulgarisées. Ce sont des groupes restreints qui ont l'information, peut-être décentraliser entre guillemets l'information pour permettre une sorte de renouvellement, que ça ne soit pas toujours les mêmes têtes. Elle l'a décrié tout à l'heure, mais aussi aller, comme elle l'a dit, à une autre échelle, c'est-à-dire les jeunes filles aujourd'hui doivent pouvoir comprendre, question de paix et sécurité par rapport à leur niveau de compréhension, qu'est-ce que cela veut dire, parce que il faut faire attention. Nous sommes dans un environnement au Sénégal stable, d'accord, mais un conflit survient à n'importe quel moment. Et lorsqu'on éduque sa population, il faut l'éduquer quand même sur tous les aspects. Et les questions de paix et sécurité dans la zone du Sahel, dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire ça doit être une question qui va préoccuper toutes les franges de la population. Et d'où la nécessité justement d'avoir des programmes adaptés à chaque niveau d'apprentissage, voire même intégrer cela, aller plus loin, intégrer cela dans les curricula pour que les enfants puissent comprendre les enjeux auxquels ils font face. En dehors de cela, par rapport toujours à la question du renforcement, il faudrait que ces réseaux de femmes déjà formés, que ces réseaux soient intégrés dans les mécanismes de prévention des organisations, l'UA, les CER, parce qu'il ne sert à rien que les femmes soient formées et qu'elles ne soient pas déployées. Et c'est un peu comme la question de l'emploi. Voilà, des jeunes diplômés qui sont là, qui n'ont pas d'emploi. Vous faites la même chose dans le milieu de la paix et de la sécurité et cela pose problème dans la mesure où le problème ne se règle pas seulement à l'échelle communautaire. Au niveau des négociations officielles internationales, les femmes en réalité ne s'expriment pas assez. Ce qui fait que les préoccupations réelles des femmes et même des populations, puisqu'elles sont les premières à être en contact avec les populations, pour moi, ne sont pas assez prises en compte dans les processus de paix. Et sur ce point, j'aimerais vous interpeller sur un autre également. Il y a un consortium d'organisations de la société civile composé d'Equipop, de l'ONG FAD, Diakonia et de Gorée Institute également, qui plaident pour des agendas féministes, paix et sécurité. Que pensez-vous aujourd'hui de cette intégration de l'approche féministe pour encourager l'agenda femmes, paix et sécurité? L'approche féministe, moi en tant que féministe, pour moi c'est quelque chose que je vais beaucoup apprécier dans la mesure où il s'agit tout simplement de renforcer le plaidoyer pour le respect des droits des femmes et des jeunes filles. C'est aussi simple que cela. Et d'ailleurs, cela fait appel à des efforts supplémentaires que les organisations de la société civile devraient fournir dans la mesure où, par exemple, les comités de suivi des accords de paix, on pourrait avoir un suivi participatif avec l'intégration des femmes de la société civile pour que, par exemple, les questions de transparence et de redevabilité soient renforcées et qu'elles puissent davantage, les femmes de la société civile, s'imprégner de ces questions auprès d'autres femmes formées. Vous aurez donc un transfert de compétences dans ce cadre, mais aussi par rapport à l'approche féministe, cela permettrait de faire appel au concept de l'intersectionnalité parce que souvent, dans le règlement des questions, tous les aspects, tous les paramètres ne sont pas pris en compte et l'intersectionnalité permettrait de prendre en compte justement tous les paramètres concernant les questions de paix et sécurité, surtout pour les femmes. Donc oui, c'est une approche, je pense, voilà, très positive. Il reste maintenant à voir si l'approche sera vraiment déployée telle que l'on souhaiterait, nous les femmes,
où cela fera l'objet, comme on a malheureusement l'habitude de le voir, d'agendas parfois crypto-personnels. Et cela est à proscrire de plus en plus dans les initiatives citoyennes. Et j'aimerais qu'on reste sur un autre point, c'est-à-dire la question des politiques nationales. Vous en aviez parlé tout à l'heure. Qu'en est-il, Simone, à votre avis, des politiques nationales femmes, paix et sécurité? Nous parlons depuis tout à l'heure de la résolution 1325 également, des mécanismes de l'Union africaine allant dans ce sens. Mais qu'en est-il aujourd'hui au niveau national également de cet agenda femmes, paix et sécurité? Et juste avant ça, j'ai été ravie que vous parliez de ce projet parce que je fais partie du comité stratégique, la seule jeune femme du comité stratégique de ce projet, avec Equipop, Diaconia et tout. Et juste pour dire que je m'aligne tout à fait avec ce que ma sœur vient de dire sur cette approche féministe. Moi, dès le début, quand ils m'ont interpellée, je leur ai dit, bon, l'agenda femmes, paix et sécurité est un agenda éminemment féministe. Dans la façon dont elle a été conçue. C'est l'approche qui n'est plus féministe dans son approche. Et j'ai bien aimé, elle a évoqué le principe d'intersectionnalité. C'est un des piliers aussi de cette approche féministe-là. Mais le principe de non-compétition. Par exemple, dans le projet, il donne des sous-grantes, par exemple, aux organisations de femmes et de jeunes dans les différents pays concernés. Bénin, Tchad, Burkina, Niger. Mais il y a le principe de non-compétition, par exemple. Quand ils vont faire des missions de prévisualisation, ils rencontrent des organisations qui vont financer. Donc, ils ne font pas un appel à candidature où les gens postulent et il y a une compétition. Parce que ça, c'est un principe féministe, le principe de non-compétition. Donc, c'est l'approche en fait, qui est utilisée pour que cet agenda-là redevienne un agenda féministe à travers des approches féministes. Tu vois. Et il y a aussi un autre principe, c'est le principe aussi de synergie. Vous voyez qu'ils ont ils ont lié l'agenda femmes, paix et sécurité et l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Et moi, je suis très, très ravie de pouvoir travailler et soutenir ce projet-là parce que je vois aussi que l'approche, quand il s'agit de cet agenda, doit changer. On doit vraiment aller au niveau local. Cet agenda-là, c'est concentré. C'est pourquoi je suis revenue sur ça parce que tu m'avais posé la question sur les plans d'action nationaux. On a misé. Et je pense que c'est de façon très, très, très consensuelle au niveau africain qu'on va investir sur les plans d'action nationaux. On a demandé à nos gouvernements de développer des plans d'action nationaux pour cocher des cases. Mais qu'est-ce que nos gouvernements ont fait avec leurs plans d'action nationaux? Certains ont développé des plans sans même les budgétiser. D'autres ont créé des semblants de mécanismes. Mais quand on fait le bilan de ces plans d'action nationaux-là, des retombées, des conséquences, de comment ça a changé la vie, on voit qu'il y a beaucoup de défis encore. C'est pourquoi j'aime bien cette approche féministe des agents, parce qu'on revient aux acteurs locaux, à la localisation de cet agenda-là au niveau des communautés locales. Comment ces communautés qui sont en contact direct avec les conflits peuvent s'approprier de cet agenda-là et travailler à développer des solutions spécifiques à leur communauté, contextualisées à leur communauté pour vraiment répondre aux différents défis. Et Fatou, j'aimerais bien vous interpeller sur ce qu'a soulevé Simone. Quelle contribution selon vous de ces communautés, en tout cas locales, dans le cadre de cet agenda femmes, paix et sécurité? Alors, pour moi, c'est une approche très très intéressante dans la mesure où elle a parlé de solutions spécifiques. Alors, qui parle de solutions spécifiques parle d'abord d'appropriation des instruments de cet agenda femmes, paix et sécurité. Parce qu'au niveau des communautés locales, peut-être les femmes qui ont été formées, oui, comprennent, maîtrisent les instruments, je vais dire régionaux, internationaux, entre guillemets, et essaient d'endogénéiser par rapport aux spécificités des communautés. Et justement, ces communautés locales pourront elles-mêmes, je pense, arriver à juguler les problèmes auxquels elles font face et pourront facilement faire la synergie avec les efforts de développement qui sont attendus à leur niveau. Et on reste avec cet agenda femmes, paix et sécurité pour parler de l'Union africaine qui intègre aussi cette dimension genre dans les conflits et la sécurité, en particulier dans les situations où des menaces existent pour la sécurité nationale. Elle se base également, je le rappelle, sur cette résolution 1325 dont nous parlons depuis tout à l'heure. À cet effet, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la mise en œuvre de ces plans nationaux femmes, paix et sécurité? Oui. Il y a beaucoup d'États qui ont
élaborer des plans d'action nationaux, même s'il en reste d'autres qui n'en ont pas à ce jour. Il faudrait déjà que ces États puissent se mettre à jour par rapport à cette dynamique, mais une dynamique au niveau des autres États qui est rampante dans la mesure où, Simone en a parlé tout à l'heure, des plans d'action nationaux qui ne sont pas accompagnés de fonds pour la mise en œuvre, donc des plans d'action qui existent de facto, mais qui ne sont pas mis en œuvre, ça c'est un problème. Mais aussi, on n'a pas, pour certains plans d'action nationaux, quand vous analysez, vous ne voyez pas d'indicateurs clairs. Et ce qui appelle donc à une révision même de certains plans d'action nationaux qui, pour moi, ont été élaborés un peu à la va-vite pour se conformer aux critères, voilà. Et j'aimerais interpeller Simone sur juste un point avant qu'on termine. Les organisations comme les Nations Unies ou encore l'Union africaine, de plus en plus également, intègrent aujourd'hui des femmes forces de défense et de sécurité dans des missions de maintien de la paix sur le continent africain. Quelle lecture faites-vous de cette implication, que ce soit des femmes casques bleus ou des femmes aujourd'hui intégrées dans des missions de l'Union africaine? C'est vraiment une très très belle avancée et ça vient aussi, il faut le dire, c'est un résultat du travail de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Parce qu'on s'est dit, pour qui peut mieux protéger les femmes que d'autres femmes? Et on s'est rendu compte, les chiffres sont là, que dans ces missions de paix, que ce soit les OMP des Nations Unies ou même ceux de l'Union africaine, il y avait des abus des soldats, que ce soit viol ou même prostitution forcée. Donc il y avait des abus. Donc un des moyens aussi de rendre ces missions un peu plus efficaces et de permettre qu'il y ait un contact plus facile avec la population, c'était aussi d'ajouter aussi ces femmes-là. Et cela en revient à cette interrogation légitime que vous aviez soulevée tout à l'heure. Qui peut mieux protéger les femmes que des femmes? Des femmes. Et c'est avec cette belle question que nous allons clôturer. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Madame Simone Bodé-Diouf. Vous êtes jeune ambassadrice de l'Union africaine pour la région Afrique de l'Ouest. Vous travaillez beaucoup également sur les questions de genre et de jeunesse et engagement citoyen. Merci encore d'avoir été avec nous et c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir d'être là, surtout avec ma sœur Fatou. C'était une très très belle discussion comme je m'y attendais. Merci beaucoup à Fatou Fall également, doctorante en sciences politiques et relations internationales, également analyste défense et sécurité. Vous travaillez beaucoup aussi Fatou sur les questions de promotion et de préservation des droits des femmes. Merci encore et toujours un plaisir aussi de partager ce plateau avec vous. Tout le plaisir pour moi, Daouda. Les attentes étaient là et je pense qu'elles sont bien satisfaites dans la mesure où ce fut un échange très intéressant avec Simone, comme à l'accoutumée d'ailleurs dans nos discussions off. Et un grand merci encore à tout le staff de Média TV et aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Un échange très instructif grâce à vos contributions respectives à toutes les deux. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.